Cette vidéo consacrée à la structure budgétaire des collectivités fait partie d'un parcours de 5 vidéos qui doit vous permettre de maîtriser l'environnement financier, budgétaire et comptable des collectivités locales. La première est consacrée aux principes budgétaires et comptables. La deuxième, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. La cinquième, enfin, au contrôle budgétaire. Tout au long de l'année, on va retrouver plusieurs étapes budgétaires qui vont donner lieu à l'approbation par l'Assemblée délibérante de plusieurs documents budgétaires. Il convient tout d'abord, en préambule, de bien faire la distinction entre la terminologie de budget. Lorsqu'on entend budget, on doit forcément penser prévision budgétaire. Dans un budget, on va trouver des prévisions budgétaires de dépenses et de recettes. Et le budget ne doit pas être confondu avec un compte. Dans un compte, que ce soit le compte administratif ou le compte de gestion dont on parlera tout à l'heure, dans un compte, on ne va pas trouver des prévisions budgétaires. Dans un compte, on va trouver des réalisations budgétaires. Donc en préambule, bien faire la différence entre la terminologie budget qui renvoie à des notions de prévision et la terminologie de compte qui renvoie à des notions d'exécution. Trois types de documents peuvent se rencontrer en matière budgétaire dans les collectivités. D'abord, les documents d'orientation budgétaire. Avant le vote du budget, on va proposer aux élus de l'Assemblée délibérante des documents d'orientation budgétaire. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Les documents d'orientation budgétaire, comme je viens de le dire, permettent de préparer les documents de prévision budgétaire qui vont être proposés à l'adoption de l'Assemblée délibérante. Et enfin, une fois que les budgets ont été votés, une fois que l'exécutif a été autorisé à exécuter le budget, à la fin de l'année, interviennent les documents de réalisation budgétaire qui permettent de faire la photographie de ce qui a été effectivement réalisé par rapport aux prévisions du début de l'année. Mais rentrons d'abord dans les documents d'orientation budgétaire. Toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants sont tenues, depuis la loi ATR, Administration territoriale de la République, du 6 février 1992, d'organiser un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget. Pour les régions, ce délai est de 10 semaines avant le vote du budget. Le débat d'orientation budgétaire doit permettre aux élus de l'Assemblée délibérante de débattre sur la politique budgétaire et financière de la collectivité. En d'autres termes, il ne s'agit pas là de rentrer dans le détail du prochain budget de la prochaine année. Il s'agit de regarder globalement comment sur plusieurs années ont évolué les finances de la collectivité dans le passé et de se projeter dans le futur. Quels seront le programme d'investissement à réaliser dans le futur et comment les équilibres financiers de la collectivité pourront être maintenus en réalisant ce programme d'investissement. Ce débat d'orientation budgétaire doit donner lieu, depuis la loi NOTRe d'août 2015 et un décret de juin 2016, à la rédaction d'un rapport sur les orientations budgétaires qui doit être voté par l'Assemblée délibérante. Ce rapport est normalisé. Il doit contenir un minimum d'informations obligatoires. Au-delà des informations obligatoires, ce rapport peut bien évidemment être enrichi. Mais les informations obligatoires doivent y figurer. Et ce qu'il faut bien conserver en mémoire, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est que le débat d'orientation budgétaire, la délibération qui prend acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire et qui approuve le rapport d'orientation budgétaire, est un élément substantiel pour que le budget primitif soit légal. En d'autres termes, s'il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire organisé dans les délais impartis, le budget qui serait voté serait un budget illégal.
Le débat d'orientation budgétaire doit intervenir, comme on l'a dit, dans une période de 2 mois préalablement au vote du budget. Ça ne peut pas être plus de 2 mois et ça ne peut pas être le même jour que le vote du budget. Mais à l'intérieur de cet espace de 2 mois, l'Assemblée délibérante est convoquée par le maire à n'importe quel moment. Les documents de prévision budgétaire. Le document le plus important que l'on trouve en début d'année est le budget primitif. Le budget primitif va intégrer les prévisions de dépenses et de recettes pour l'année entière. En effet, vous vous souvenez de la règle du principe de l'annualité budgétaire qui veut qu'un budget soit prévu sur une année civile. Donc le budget, même s'il est voté en avril, intègre toutes les autorisations budgétaires du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. En d'autres termes, si la collectivité vote son budget au 10 avril et que durant les 4 premiers mois de l'année, elle a effectué beaucoup de dépenses de fonctionnement, eh bien son budget de l'année en cours devra tenir compte de cette surconsommation de fonctionnement sur la première partie de l'année. En d'autres termes, l'année budgétaire ne commence pas au moment où le budget est voté, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, même si le budget est voté le 10 avril. Le budget est voté chapitre par chapitre, c'est le principe de la spécialité budgétaire dont on a parlé dans la vidéo précédente. Le maire n'a pas le droit de dépenser plus que le montant voté sur le chapitre. Mais en cours d'année, il peut être nécessaire, pour réajuster les crédits, d'augmenter certains chapitres et de diminuer d'autres chapitres. Le maire n'est pas compétent pour faire ces transferts de crédits de chapitre à chapitre. Le maire doit proposer une décision modificative à son assemblée délibérante et c'est l'assemblée délibérante qui, lorsqu'elle vote la décision modificative, vote le transfert d'un chapitre vers un autre chapitre. Les décisions modificatives peuvent intervenir à n'importe quel moment dans l'année, alors que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de chaque année. Les années de renouvellement des assemblées délibérantes, les élus ont un délai supplémentaire et le budget peut être voté jusqu'au 30 avril. En ce qui concerne les décisions modificatives, elles peuvent intervenir n'importe quand dans l'année. Et dans la vidéo qui concerne les principes budgétaires et en particulier le principe de l'annualité budgétaire, nous avons vu qu'une décision modificative qui concerne l'année N pouvait intervenir jusqu'au 21 janvier de l'année N+1. Donc, décisions modificatives peuvent intervenir à n'importe quel moment dans l'année pour faire des transferts entre les chapitres. Nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant le budget supplémentaire. Le budget supplémentaire va avoir, comme les décisions modificatives, pour objet de faire des transferts de chapitre à chapitre. Mais le budget supplémentaire a un objectif de plus. Le budget supplémentaire, il est adopté après le vote du compte administratif. On va voir tout à l'heure que lorsque les élus votent le compte administratif, ils votent également un résultat de fonctionnement, souvent positif, et ils votent un résultat d'investissement, souvent négatif. Le budget supplémentaire va avoir pour objectif de réincorporer dans le budget de l'année N les résultats comptables de l'année N-1. C'est la raison pour laquelle le budget supplémentaire intervient après le vote du compte administratif. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un budget supplémentaire, parce que souvent le budget supplémentaire, il permet de réincorporer les excédents de fonctionnement de l'année dernière, les excédents de l'année dernière pouvant constituer une ressource supplémentaire qui va permettre d'afficher une dépense supplémentaire. Ces documents de prévision budgétaire, que ce soit le budget primitif, le budget supplémentaire ou les décisions modificatives, permettent à l'Assemblée délibérante de donner à l'exécutif une autorisation budgétaire de dépenser. Et cet exécutif, chapitre par chapitre, et cet exécutif n'a pas le droit de dépenser plus que le montant voté par chapitre. À la fin de l'année, interviennent le vote des documents de réalisation budgétaire.
On a vu dans la vidéo sur les principes budgétaires que l'exécution budgétaire se terminait au 31 décembre pour la section d'investissement et se terminait au 31 janvier au terme de la journée complémentaire pour la section de fonctionnement. Une fois à l'issue du 31 janvier que les réalisations budgétaires, les dépenses et les recettes de l'année N sont terminées, l'ordonnateur, l'exécutif de la collectivité, va préparer son compte administratif. Le comptable public va préparer son compte de gestion. Les deux confrontent respectivement le compte administratif et le compte de gestion qui doivent être identiques sur chaque ligne à l'euro près. Une fois que le travail de concordance a été effectué, le comptable public adresse avant le 1er juin le compte de gestion à la collectivité et le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés au cours de la même séance du conseil municipal avant le 30 juin de l'année N+1. En d'autres termes, le compte administratif et le compte de gestion de l'année N doivent être votés par l'Assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année N+1. Lorsque les élus votent le compte administratif, ils votent en fait une concordance avec le compte de gestion. Nous trouvons donc pour une année le débat d'orientation budgétaire, le budget primitif, le budget supplémentaire, des décisions modificatives et à la fin de l'année, le compte administratif et le compte de gestion. Ces documents-là s'appliquent aussi bien pour le budget principal que pour les éventuels budgets annexes que la collectivité doit prévoir. Souvenez-vous, le budget annexe est une dérogation au principe de l'unité budgétaire. La collectivité est obligée de mettre en place un budget annexe pour les services publics, industriels et commerciaux. Et dans certains cas de figure, la collectivité a la faculté, a la possibilité de mettre en place un budget annexe. Mais lorsqu'il y a un budget annexe, il doit y avoir un budget primitif pour le budget annexe, un budget supplémentaire et des décisions modificatives pour le budget annexe si nécessaire, un compte administratif du budget annexe et un compte de gestion du budget annexe. Et il y a autant de budgets primitifs, autant de comptes administratifs, autant de comptes de gestion qu'il y a de budgets annexes. Souvenez-vous, nous avions parlé effectivement également dans les atténuations et les exceptions à la règle de l'unité budgétaire, nous avions parlé des budgets autonomes. La différence entre un budget annexe et un budget autonome, c'est qu'un budget annexe est un budget dont l'exécutif de la collectivité est l'ordonnateur, alors qu'un budget autonome est un budget d'un établissement public autonome avec une personnalité juridique propre, séparée de la collectivité, même si au quotidien, les échanges entre la collectivité et le budget autonome sont nombreux. Par exemple, dans un budget autonome, on peut prendre l'exemple d'un CCAS, d'un centre communal d'action sociale ou d'une caisse des écoles. Ce sont des entités très proches de la commune, mais autonomes, avec un conseil d'administration propre, avec du personnel propre et avec un budget propre, quand bien même ce budget serait alimenté presque à 100% par des subventions du budget communal. Donc ne pas confondre budget annexe et budget autonome. Et un budget annexe et un budget autonome, ils ont un budget primitif, des comptes administratifs, un compte de gestion et autant, si nécessaire, de budgets supplémentaires et de décisions modificatives. Les documents budgétaires, la présentation des documents budgétaires doit respecter un certain formalisme. La présentation des documents budgétaires doit être conforme aux maquettes budgétaires. Et les maquettes budgétaires, c'est la forme que doivent avoir tous les budgets, quelle que soit la commune de France. Le budget primitif a la même forme, respecte la même apparence. La maquette budgétaire est intégrée dans la nomenclature budgétaire. La nomenclature budgétaire, c'est l'instruction comptable qui fixe précisément les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité concernée.
On va avoir différentes nomenclatures comptables selon le type de collectivité. Par exemple, pour les communes et les intercommunalités, c'est la M14 qui s'applique. Toutes les nomenclatures comptables publiques commencent par M. Par exemple, pour les départements, c'est la M52 qui s'applique. Par exemple, pour les régions, c'est la M71 qui s'applique. Par exemple, pour les métropoles, c'est la M57 qui s'applique. Chaque type de collectivité a une nomenclature bien spécifique. Et puis, on a évoqué les services publics industriels et commerciaux. Les services publics industriels et commerciaux, parce que c'est une activité spécifique, disposent aussi d'une nomenclature spécifique qui commence par 4. Par exemple, l'eau et l'assainissement est un service public industriel et commercial soumis à l'instruction budgétaire M49. Les transports urbains sont aussi, les transports collectifs sont aussi un service public industriel et commercial qui utilise la nomenclature M43. Chaque fois qu'une nomenclature commence par 4, c'est un service public industriel et commercial. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.